Merci beaucoup Absa, et merci en tout cas pour cette initiative-là. C'est extrêmement important de pouvoir débattre de nos droits, débattre surtout des enjeux actuels, débattre des blocages, au lieu d'en faire une fête avec des nouveau-nés et consorts. Enfin, c'est une petite parenthèse, mais je trouve ça un peu absurde en fait qu'on nous envoie des cadeaux. Je veux dire, le capitalisme, il nous prend même en otage dans nos luttes. C'est complètement scandaleux. Donc, en tout cas, merci pour cette initiative-là. Alors, moi, je suis docteur en anthropologie politique. Je travaillais, j'ai fait ma thèse un peu sur la coproduction de l'action publique. Comment, par exemple, sur une thématique comme l'écologie, l'État, les institutions publiques de l'État travaillent en concert avec les populations locales, les ONG, les institutions internationales. Et je me rappelle à l'époque, quand j'avais commencé ma thèse, tout le monde insistait, enfin en tout cas mon entourage, beaucoup de gens que je connaissais insistaient pour que je travaille exclusivement sur les femmes, ou que je mette, en tout cas dans ma thèse, une approche genre. Je pense que aussi dans le milieu universitaire, c'est quelque chose qui est à dénoncer, cette catégorisation-là, le fait en tout cas qu'on veuille nous concentrer à travailler que sur les femmes. Je trouve ça dommage, comme si les autres thématiques comme la politique, la santé, etc. étaient réservées aux hommes, et que nous n'avions en fait le droit que de travailler sur des thématiques liées aux femmes ou aux enfants. Donc petite parenthèse. Et sinon, je suis militante pour l'écologie. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des communautés locales, notamment des femmes dans le delta du Saloum, dans le nord du Sénégal, enfin des femmes très vulnérables aux crises écologiques que nous vivons actuellement, mais qui tous les jours, en tout cas plus que les hommes, mettent en œuvre des pratiques de résilience, des solutions d'adaptation qui mériteraient justement d'être vulgarisées à plus grande échelle. Pour parler un peu du contexte dans lequel on est aujourd'hui dans une société en fait qui cherche à domestiquer la nature. Depuis X années, on parle de l'homme, justement on parle de l'homme, heureusement qu'on parle de l'homme, maître et possesseur de la nature. Donc on peut tout faire, y compris n'importe quoi. Et aujourd'hui, on prend un peu le revers de la médaille, parce que quand on voit tous les virus que l'on se prend, c'est forcément lié à une crise écologique, et ça fait des années que le GIEC, qui est une institution qui regroupe un ensemble de chercheurs de l'ensemble des pays et qui travaille, qui produit chaque année en tout cas des rapports sur les changements climatiques, nous prévenait justement du risque en fait d'avoir des pandémies si on continuait à détruire la nature, parce qu'on détruit des écosystèmes, on détruit des habitats. Les virus n'ont plus tout simplement où se loger et viennent donc nous rejoindre. Alors c'était une petite parenthèse pour dire qu'on est dans une société qui tend en fait à domestiquer la nature, mais on est aussi dans une société patriarcale, elle-même fondée justement sur la domination d'un sexe sur l'autre. Et moi, j'ai l'habitude de dire que les femmes dans les pays du Sud, en fait, elles font face à une double peine. Quand on parle de crise écologique aujourd'hui, l'Afrique est le continent, l'un des continents en tout cas les plus vulnérables, même si on produit que très peu de gaz à effet de serre, mais on a une économie qui dépend des écosystèmes. On vit à côté de ces écosystèmes-là. Donc, quand on est femme dans un pays du Sud, on subit déjà les conséquences des changements climatiques comme tous, mais on subit aussi le fait d'être une femme dans une société patriarcale où la domination masculine s'exerce. Et de ce fait, ce que je vois dans le Saloum, ce que je vois dans le Nord, c'est que tout simplement aujourd'hui, ces crises écologiques-là, elle exacerbe en fait la domination de l'homme sur la femme. Elle exacerbe également la vulnérabilité des femmes de par leur position sociale, de par la division sociale du travail. Juste pour m'arrêter sur la division sociale du travail, c'est quoi? C'est la femme qui reste à la maison toute la journée, c'est la femme qui s'occupe d'aller chercher l'eau, c'est la femme qui s'occupe d'aller chercher le bois. Avant, elle mettait peut-être 2 heures pour aller chercher le bois parce que il y avait des arbres encore à proximité qui se portaient bien.
Kenya, aujourd'hui, elles mettent 3 heures, 5 heures. Enfin, quand vous allez dans le nord, vous êtes dépité. Vous voyez des femmes qui conduisent des charrettes, qui font des kilomètres et des kilomètres pour rentrer avec un fagot de bois. Quand au même moment, l'homme, il est assis sous l'arbre en train de boire son thé ou de papoter avec ses copains. Pareil aussi pour l'eau. Aujourd'hui, dans ces zones-là, enfin, les communautés ont de très grandes difficultés pour avoir accès à l'eau. Peut-être que nous, on a quelques difficultés, avec la SDE à Dakar, dans les environs, mais dans ces zones-là, c'est les femmes qui vont dans des mares, en fait. Vous les voyez le matin faire des kilomètres, aller à côté d'une mare, laver leurs habits, laver les habits des marées, etc. Donc, c'est tout simplement pour dire que la crise, elle est en train d'exacerber cette domination-là. Elle est en train aussi de renforcer la pénibilité du travail des femmes. Et cette même division sociale du travail fait que les femmes, elles sont également productrices. Elles sont beaucoup dans le maraîchage, etc. Mais la plupart du temps, elles produisent en premier lieu pour nourrir la famille, pour nourrir les enfants, pour nourrir le mari, etc. L'homme, lui, qui a des surfaces, parce que les femmes, souvent, elles cultivent dans ce qu'on appelle traditionnellement wanok. En fait, wanok, ça veut dire, littéralement toilette, mais dans leur lexique, en tout cas, wanok, c'est un peu cette partie qui se trouve derrière la maison et que les femmes mettent en valeur en mettant du gombo, en mettant du maïs, en mettant de l'arachide, etc., qui est destiné à nourrir la famille. L'homme, lui, il a des champs beaucoup plus grands. Ces champs sont peut-être un peu plus éloignés, mais avec des superficies beaucoup plus importantes. Et l'homme, du coup, quand tu le cultives, la plupart du temps, c'est destiné au marché, en fait. C'est destiné au marché. Ça lui permet d'avoir des revenus, etc. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, avec les conséquences des changements climatiques, par exemple, on a un problème de fertilité des sols. Peut-être qu'elle va parler, docteur Fatima, tout à l'heure, de l'accès à la terre aux femmes, mais les femmes, dans ce contexte-là, on leur donne les terres les moins fertiles, tout simplement. Et ça réduit non seulement leur productivité, la productivité justement de ces céréales-là destinées à l'alimentation, alors que l'homme, il peut toujours avoir des espaces beaucoup plus importants. Et je vais pas parler de ça, mais l'accès au foncier vraiment des femmes, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental en milieu rural. Vous allez en milieu rural, les femmes, elles galèrent. Moi, j'accompagnais des groupements de femmes justement pour qu'elles puissent faire de l'agroécologie, pour qu'elles puissent faire de l'agroforesterie, pour avoir des produits destinés à la commercialisation. C'est extrêmement difficile de trouver un hectare, en fait. Vous allez chez le chef de village, vous allez chez le maire, etc. Il y a tout un système lié à l'héritage, à l'héritage, en tout cas, musulman tel qu'on le pratique. Mais les systèmes politiques aussi, institutionnels, etc., ne favorisent pas l'accès à la terre des femmes. Et une autre chose que je voudrais évoquer, on est dans des sociétés où les normes socio-culturelles astreignent souvent les femmes à rester à la maison. Aujourd'hui, en cas de catastrophe naturelle, et ça, c'est pas qu'au Sénégal, c'est partout dans le monde, les hommes, ils ont cette capacité-là de se lever, de prendre leur sac et de dire que je pars à l'immigration en prenant un avion, une pirogue, ou tout simplement en venant dans les capitales urbaines comme Dakar, etc. Les femmes, elles n'ont pas cette capacité-là, ou en tout cas, on leur a enlevé cette capacité-là de par des normes socio-culturelles. Donc, elles restent sur place, elles galèrent, elles essaient de s'en sortir. Et ce qu'on voit souvent, c'est des familles monoparentales où le père, entre guillemets, s'est barré. En tout cas, il n'en voit rien à la fin du mois, et que la femme, elle se retrouve seule dans son ménage monoparentale, à éduquer ses enfants, à s'assurer justement de leur alimentation, de leur éducation, etc. Le fait aussi que les femmes ne soient pas, je vais finir par ça, j'espère que j'ai pas été très longue, c'est le fait qu'elles soient absentes justement dans les pouvoirs décisionnels. Je suivais tout à l'heure quand on disait qu'il y avait 18 maires sur 501 ou 500, je sais plus, communes. C'est en fait,
c'est ce qu'on voit même en milieu rural. Ça, c'est peut-être pour les maires, mais même les conseillers. Moi, j'ai fait énormément de communautés rurales où vous ne voyez que, en fait, vous voyez 0 femmes. Les femmes, elles sont convoquées que pour être mises dans une commission féminine destinée à gérer des organisations, des chants, de la danse et à préparer la bouffe, quoi. Donc, l'absence de ces femmes dans ces instances de décision-là influe aussi sur la non prise en charge de leurs intérêts, que ce soit dans l'élaboration et dans la mise en œuvre des politiques publiques, que ce soit au niveau local, au niveau national et même au niveau international sur ces questions de changement climatique là. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous par rapport à mon expérience de terrain. Merci.